bonsoir à tous, bienvenue dans les dossiers de la mémoire. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au croisement de deux parcours de deux icônes de la guerre de libération nationale. Celui de Djamila Boupacha et de Sidi Ahmed Malki. Nous allons revenir sur leur engagement dans la lutte urbaine à Alger vers la fin de l'année 1957, au moment du démantèlement de la zone autonome, comment ils ont essayé de recréer les réseaux afin d'entreprendre des actions de FIDA à Alger. Donc, pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Djamila Boupacha. Bonsoir et bienvenue dans le dossier de la mémoire. Et Monsieur Sidi Ahmed Malki, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci. Donc, vos parcours, Madame Djamila Boupacha et Monsieur Sidi Ahmed Malki, vont se croiser dans un moment terrible que traversait la guerre de libération nationale à Alger. C'était au moment après la mort d'Ali Lapointe, l'arrestation du chef de la zone autonome d'Alger à l'époque, et après également l'épisode terrible de la grève des 8 jours. Donc avant d'aborder ce moment précis, je commence avec vous sur votre engagement et votre enfance. Vous avez grandi dans une famille consciente des affres de la colonisation, Madame Djamila Boupacha. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Bien sûr, je suis issue d'une famille modeste. Mon père était engagé au PPA-MTLD avec mes oncles. Donc j'ai vécu dans cet environnement de militantisme, de nationalisme. Nationalisme. Et donc mon père nous racontait tout jeune, il nous racontait que nous étions colonisés, que c'était chez nous et qu'il viendrait un jour où la France partirait, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc tout petit. Et il nous a même appris des chansons patriotiques telles que Fida ul Jazair. Donc on a vécu dans cet environnement jusqu'à ce que la révolution se déclenche, et donc on était prêts, pour ainsi dire. Votre histoire avec donc la lutte commence bien avant le déclenchement de la guerre de libération, parce que vous avez commencé à militer quand même à partir de 14 ans, donc au sein de la section femmes du l'UDMA, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, bon, il y avait une section femmes où il y avait Nfisa Hamoud, la yarhamha, Madame Laliam, Mamie Achentouf et d'autres femmes, bien sûr. Et donc, j'ai demandé à mon père de m'emmener voir ces femmes et pour que je puisse militer avec elles. Alors, mon père m'a dit « Non, tu es trop jeune, et puis il n'y a pas de femmes. » Alors, j'ai rencontré mon professeur de français qui était Madame Khira, j'ai oublié son nom de famille, hélas. Et donc, c'était mon professeur d'arabe, pardon. Ouais. Et donc, elle m'a parlé du militantisme, de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie, etc. Et moi, j'étais intéressée. Comme mon père ne voulait pas que je sois avec les autres femmes, je me suis dit, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait m'aider. Et donc, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'être avec nous à l'UDMA? J'ai dit tout de suite oui, et je suis rentrée à l'UDMA. Mais ça n'avait pas duré très longtemps, parce que une année après, à peu près, la guerre s'est déclenchée, la guerre de libération, le 1er novembre. Et quelques mois après, je me suis engagée avec mon frère, qui a été contacté par Souidani Boudjma et son bras droit, c'est Abdelkrim, mon frère. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les frères. Alors nous allons revenir tout de suite. Maintenant, nous allons nous intéresser donc à l'enfance également de M. Abdelkader Malki, qui a vu le jour. Sidi Ahmed Malki, qui a vu le jour à El Bière.
donc issu d'une famille plus ou moins aisée, et puis il va prendre conscience du problème colonial à l'école, n'est-ce pas, Monsieur Seydi Ahmed Malki? Oui, je suis né à El Biar, à Saint-Raphaël, d'une famille un peu légèrement à l'aise. Et on avait une maison que nous attendons toujours depuis 1921, donc toute la famille pratiquement est née là-bas à El Biar. Nous étions 5 frères et sœurs, 2 frères et 3 sœurs, dont Shahida Malki Nassiba, qui était d'1 an et demi plus âgée que moi. Nous avons vécu une enfance heureuse et je me destinais à faire des études peut-être d'instituteur ou quelque chose comme ça. Mais il y a eu la Révolution. Bon, on était entouré de Français, etc., très peu d'Algériens qui habitaient. Donc on était dans une ambiance un peu différente. Cloîtré. Oui. Mais la Révolution est venue. J'avais à ce moment-là 13 ans. Je n'étais pas encore très conscient, j'étais encore un enfant. Mais dès 56 plutôt, 55, il y a eu la désertion de Mustafa Khoudja, le fameux Ali Khoudja, Oui. dont nous avons une certaine parenté par alliance, très loin. Et pour moi et pour ma sœur, Allah yarhamha, ça a été le choc. Et on a compris la réalité des choses. Nassiba Malki. Nassiba Malki, oui. Il a déserté, et il a été à la tête de ce commando, il a fait beaucoup d'actions. Et partout, les journaux parlaient de lui. Et nous, enfants, ou très jeunes adolescents, on a pris conscience du fait et des événements qui se passaient. Donc, cette personne assez proche, donc, qui a pris les armes et qui a fait des actions retentissantes, nous a fait prendre conscience du fait qu'il y a une guerre et que nous sommes intéressés, nous sommes partie prenante, l'Algérie, la population algérienne de souche était partie prenante de ces événements et que nous devons naturellement y adhérer. Et très tôt, en juillet 56, en mai 56, il y a eu la grève des étudiants, alors que j'avais que 15 ans et que j'étais qu'en 5e. J'ai suivi le mouvement, j'ai fait grève. J'étais pratiquement le seul à ce moment à Secours complémentaire d'avoir fait la grève. C'était l'actuel annexe de Orban. Et ma sœur, qui était 1 an plus âgée que moi, est beaucoup plus mûre. Et très déjà oui, elle a passé son BEPC à l'âge de 15 ans. Elle était en seconde et elle a participé aux grèves préparatoires de la grève, aux réunions préparatoires de la grève, dont la fameuse réunion de Palembich ou Sidi Firouche avec Amar al-Rachid, etc. Mais quand on a fait la grève, on a essayé de chercher le contact, chacun de son côté, sans que nous sachions, mais on n'a pas pu. Par contre, moi j'ai eu la chance d'avoir le contact avec l'organisation en juillet 56. Et j'ai relaté ça dans l'émission que j'ai eu le plaisir de faire avec vous. Alors, je reviens à Madame Jamila Boupacha. Comment vous avez été contactée, donc comment vous avez entamé le travail, l'engagement, donc comment ça s'est passé au sein donc, des premiers réseaux du Front de Libération Nationale à Alger? À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de filles, de jeunes filles qui sortaient dévoilées. Et donc, lorsque mon frère a été contacté par Souidani Boudjma et son bras droit, c'est Abdelkarim, mon frère, c'est Abdelkarim, mon frère, venait souvent à la maison, à Del Ibrahim, parce que je suis née à Saint-Eugène, et à l'âge de 8 ans, nous avons déménagé pour Del Ibrahim. Donc, il venait souvent, et à partir d'un certain temps, mon frère qui était nouveau marié, disons, ça faisait à peine 1 année qu'il était marié,
a emmené un copain. Il nous a dit que c'était un ami, un copain. Il l'a mis dans sa chambre, donc ce copain, il ne sortait pas. Alors un jour, je lui ai dit, on ne peut pas faire le ménage, il ne peut pas sortir un petit peu dans la cour. Et il m'a dit non, parce que il a une maladie contagieuse et tu es jeune et il pourrait vous contaminer, ta sœur et toi. Bon, parce que j'ai une sœur et un frère. Et là, j'ai commencé à avoir des doutes. En fait, c'était un maquisard qui avait été blessé. Il l'a emmené de Kabylie, il l'a ramené chez nous et j'avais vu que le médecin venait le soigner. Il venait le soir, il le soignait. Je ne sais pas exactement combien de temps il est resté, peut-être une semaine, peut-être 15 jours, je ne m'en souviens pas très bien. Ensuite, ils l'ont emmené ailleurs. Ils l'ont emmené ailleurs. Là, j'ai dit à mon frère, je l'ai entendu dire à sa femme, tu sais, j'ai besoin de 10 000 francs. À l'époque, c'était de l'argent, 10 000 francs. Et je ne sais pas comment je vais faire. Et moi, mon père nous donnait toujours un petit peu d'argent de poche. Il avait un magasin, mon père aussi. Donc, il nous donnait de l'argent de poche. Alors, quand il est sorti de sa chambre, je lui ai dit, tu as besoin d'argent? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, moi j'ai la somme, si tu veux que je te la donne. Ah, il m'a dit, tfarji aliya. Alors, je lui ai dit, oui, mais à une condition. Il m'a dit, laquelle? Je lui ai dit, je veux travailler avec toi, avec le FLN. Oh, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Les autorités vont nous entendre, ils vont nous emmener en prison, mais tu es folle. Alors je lui ai dit, c'est à prendre ou à laisser. Ou je te donne les 10 000 francs et je viens travailler avec toi, sinon je ne te donne rien. Alors il est allé voir, il m'a dit, bon, après je vais voir, en tout cas moi je ne les connais pas, je vais voir si je peux avoir des contacts, etc. Il est allé voir Mustafa, comment il s'appelle? Rappelle-moi, Sid Ahmed, s'il te plaît. Mustafa. Chelha. Mustafa Chelha. Il est allé voir Mustafa Chelha, Allah yarhamou, yarham shuhada. Et il lui a dit, regarde ce qu'elle m'a dit, ma sœur. Ah, il lui a dit, c'est une bonne idée. Justement, elle, avec sa queue de cheval, on ne va pas la reconnaître. Elle ressemble à une Italienne ou une Espagnole. Ce serait bien qu'elle vienne nous aider. Et c'est comme ça que je me suis engagée avec eux. Donc vous avez commencé le travail en tant qu'agent de liaison donc, Pas tout de suite. Ah. Pas tout de suite. J'ai d'abord commencé à il me donnait des tracts à emmener chez d'autres frères pour qu'ils puissent les distribuer. Mustafa, Allah yarhamou, il me donnait des armes aussi, les médicaments à aller chercher, surtout à la place de Chartres. Ouais. Il y avait un pharmacien qui nous donnait des médicaments. Voilà, les premiers temps, c'est ce que je faisais. Ensuite, j'ai commencé à transporter des armes et voilà, surtout des revolvers. Des opérations il y avait des personnes plus délicates que les voilà. Monsieur Sid Ahmed Malki, vous, donc à partir de 15 ans, vous avez tenté, comme vous l'avez déjà raconté dans une autre émission, tenté de rejoindre directement le maquis de la Wilaya 4 en 1956, mais ça n'a pas marché. Donc, en 57. En 57, plutôt. Oui, on avait évoqué ça, oui. C'est une des émissions. C'était après la grève des 8 jours, étant donné que j'étais très jeune et qu'on n'a pas voulu me permettre de participer à des attentats. Donc j'ai fait le pressing et je voulais monter absolument au maquis. Et c'était la période juste après la grève des 8 jours, c'est-à-dire du 28, qui s'est déroulée du 28 janvier au 4 février. Mars-avril. Je me rappelle parce que le mois de mars et avril, le ramadan chevauchait sur ces 2 mois. Et on fait le pressing, on voulait se débarrasser de moi, entre guillemets, et on m'a envoyé vers la zone 1 avec une escale à Rouiba.
à Rouiba. J'ai évoqué ça dans une ferme, je suis resté une semaine. Donc de retour à Alger, vous avez... On ne m'a pas voulu m'accepter parce que je n'étais pas recherché, donc on m'a intimé l'ordre de revenir Et là, à vous Alger. avez décidé de nouer des contacts avec le réseau urbain, donc du Front de Libération nationale, mais c'était dans une période très très dure. Je pense que c'est la grève des 8 jours. Vous avez vécu cette période? J'ai vécu, oui. Justement, c'est à cette époque-là, la veille de la grève, Mustafa Chelha, Allah yarhamou, il m'a dit, voilà, tu vas à telle adresse, et à tel étage, la rue de la Lyre. Et donc, là, j'ai rencontré, enfin, je la connaissais déjà, Nadia Hafiz. Oui. Nadia Hafiz. Et, bon, j'étais là avec elle, il y avait un frère, c'était, كان يقولوا البشعاد à l'époque, c'était Qadi, c'était le Bash'ad, il était là, et une jeune fille est rentrée aussi, une troisième fille, on était Hafiz et moi, Nadia, et c'était Nasiba, Allah yarhamha, la sœur de... Voilà, c'était sa sœur. Oui. Bon, et donc le frère qui était là, il nous a dit, voilà, nous avons besoin de jeunes filles pour travailler à la Casbah pendant la grève des 8 jours. Et il nous a dit, mais voilà, nous n'avons besoin que de jeunes filles, pas 3. Et nous étions 3. On a Yarbi, pourvu qu'il m'accepte. Bon, alors moi tout de suite, je lui ai dit, je connais toute la Casbah. Nadia Hafiz lui a dit, moi je connais le haut de la Casbah. Nasiba Allah yarhamha, moi je ne connais pas. Donc on a été recrutés, pour ainsi dire, toutes les deux, Nadia et moi, à la Casbah pendant la grève des 8 jours. Voilà, nous sommes restés 5 jours. Ensuite, le frère chez qui nous étions, El Hajj, à la rue Nfissa, juste à côté de la maison Sargent, qui sont très connues. Elle était mitoyenne. Nous avons passé 5 jours, Nadia et moi. Et c'était infernal. Infernal. Et c'est infernal, la grande répression. C'était horrible. Et il nous a dit, essayez de partir chez vous parce que ça ne peut pas durer pour vous. Ils vont vous arrêter, voilà. Et Nadia et moi, nous sommes partis. Voilà. Donc, M. Sitam Malki, avril, je reviens donc au mois de mars, après donc février, mars, avril, vous allez revenir à El Biar, où vous allez entamer donc une série de contacts pour relancer en quelque sorte l'action au niveau donc d'El Biar. Oui, et je voudrais juste une petite parenthèse. Oui. Je connais très très bien la famille Hafiz, nos familles liées. Bien sûr, avec plaisir, au contraire. Et Nadia Hafiz, que ma sœur de combat Jamila évoque, avait mon âge. On a été à l'école maternelle ensemble, l'école maternelle. J'ai encore les photos. Si ma sœur Jamila, la semaine prochaine, va faire cette émission avec vous, je vais lui prêter la photo où elle verra Nadia à l'école maternelle, je connais très bien. Il y a le docteur Hafiz également que vous connaissez. Donc, oui, Hafiz est une très grande famille. C'est le frère. Une très grande famille. Oui. C'est la famille, il ne reste plus qu'une seule personne. Oui. C'est l'actuel recteur de la mosquée de Paris, Shamsuddin Hafiz, qu'on voit souvent à la télévision actuellement. Bon, bref. Et lorsque je suis revenu, donc on était 3 personnes qui se connaissaient, 3 jeunes, Mohamed Al-Khdari, Youssef Makoudi Shahid, celui qui montait avec moi, et moi-même. Et nous s'étions réunis, on a dit bon, on va essayer de s'organiser, d'essayer de contacter certains gens, de récupérer, parce qu'on savait qu'il y avait certains éléments qui avaient échappé, épars, qui n'avaient pas de contact.
Donc, Mohamed Khdari a pu avoir un contact avec le maquis. C'était la chose primordiale, c'est-à-dire, avant de s'organiser, il fallait avoir un contact avec le maquis pour, le cas échéant, pouvoir éventuellement, quand on est recherché, avoir une voie d'échappement vers les maquis. Donc ça, c'était nécessaire. Et avoir, bien entendu, le feu vert du maquis. Donc, c'est Mohamed Khdari qui montait à Délice parce qu'il était originaire de Délice. C'est une famille connue parce que son père était connu, on l'appelait Sires Derres, la rue du Divan, tout à fait au fond. La rue Saint-Vincent-de-Paul, pardon. Bon, bref, et c'est lui qui a établi le contact avec la zone 1 de la Wilaya 4 à Boudouaou, et nous avons commencé à s'organiser. Moi, j'avais les clés du bureau dont Jamila a parlé à la rue de la Lyre. Ma sœur était montée le 29 août 1957 avec Sidi Ali Khdari, le cousin de Mohamed. Oui. Il m'avait emmené une fois à ce bureau. Et j'ai vu la personne dont parlait il y a un instant ma sœur, Jamila, il s'appelait Sidi Ahmed, il était employé à la Mahakma, le Qadi de la rue Bruce. C'était, non. Et je suis parti une fois, c'est tout, on n'a pas parlé. Mais Sidi Ali avait une idée derrière la tête. Quand il a été pressé, il fallait qu'il monte au maquis avec ma sœur, il m'a laissé les clés du bureau et la clé d'une grande armoire. Il m'a dit, fais attention à cela, ça l'a fait. Donc, et puis ils sont montés au maquis le 29 août 1957. Et quelques temps après, je suis parti visiter ce lieu et il y avait une armoire. Dans cette armoire, au-dessus, je me rappelle, il y avait 2 armes, il y avait une grenade, il me semble, si ma mémoire, il y avait aussi 1 ou 2 tenues militaires. Donc, c'était pour moi une bouffée d'air. Et ça nous a un peu écourté, facilité la tâche. Donc, on a commencé à s'organiser, on a contacté certains gens, en particulier un réseau de personnes de Djidjel, qui étaient également sans contact, et on se préparait vraiment à passer pratiquement à l'action. Et c'est là où j'ai pris contact avec la sœur Jamila, parce que je connaissais Jamila déjà avant la Révolution, parce que on prenait parfois le même bus. Moi, j'allais à El Biyar, elle allait avec son père et sa sœur à Del Ibrahim. Et je savais, par ma sœur, qu'elle était dans l'organisation. Et j'avais pressenti qu'également elle était sans contact. Le contact avait été rompu par la destruction de la zone autonome. Alors, donc pendant cette période, on va voir qu'est-ce qu'elle faisait. Donc pendant cette période du mois d'août notamment, c'était toujours la répression qui a touché donc notamment les chefs, les responsables de la zone autonome. Au mois d'août, c'est la mort de Othman Zadi, donc le Aramel, donc Othman Hadji, donc c'était cette période. Comment vous avez vécu cette répression? Donc vraiment la Casbah était quadrillée, tout. C'est l'Algérois qui était quadrillé à l'époque. Oui. C'était trop difficile. C'était trop difficile, d'autant plus que nos contacts, comme Mustafa Allah Rahmou, pendant la grève des 8 jours, bon, il y avait beaucoup d'arrestations, à tort et à travers d'ailleurs, et donc beaucoup de militants se sont dispersés, soit ils sont partis au maquis, soit ceux qui ont pu échapper et partir à l'étranger, ils sont partis à l'étranger, d'autres ont été arrêtés. Il y avait des arrestations à tort et à travers. Donc, Mustafa Rahmou, il a été arrêté, il est parti au maquis et il a été assassiné par les éléments de Qobus. En Wilaya 4, oui. Oui. Et bon, il n'y avait plus que parce que, comme disait tout à l'heure mon frère Sidi Ahmed, comment est-ce que nous avons pénétré à la Casbah? Comment est-ce que
j'ai pu apprendre à connaître les ruelles et les impasses, parce que c'était très important. Ensuite, la France a dressé des fils de fer barbelés, même dans les ruelles, parce que le Moudjahidine, il connaissait la Kasbah par cœur. Bon, et donc il fallait que je les apprenne par cœur. Lorsque mon frère m'avait présenté à Mustafa Allah yarhamou, parce que au début, tout à fait au début, mon frère était aussi chargé, il avait une camionnette, et il était chargé de transporter, si l'on veut, les Moudjahidines, les frères qui étaient recherchés. Donc, par exemple, Oued Ramman, de Oued Ramman, il les emmenait à Blida ou la Boufarik, et là, il y avait un relais. Un relais jusqu'au maquis de la Wilaya 4. Voilà, jusqu'à ce qu'il monte au maquis. Donc, lorsqu'il venait de son travail, le matin, il me disait « Prépare-moi un sandwich quand j'arrive à midi, parce qu'on ne travaillait pas entre midi et 2 heures, et tu viens avec moi pour apprendre à conduire. » Et c'est vrai, bon, il me donnait le volant, bien sûr, à côté de mon père, parce qu'il ne voulait pas lui dire, voilà, je l'ai engagé avec moi, j'étais jeune. Donc, on partait. Il venait à midi, le sandwich était prêt, j'étais prête, je sautais dans la voiture. Il allait directement récupérer le frère qui était recherché et on l'emmenait là où il devait être. Voilà. Donc, c'est comme ça que... Vous avez également, vous avez fait face, il y avait un doute parce que le deuxième bureau avait engagé les bleus, ce qu'on appelle les bleus, donc les réseaux étaient vraiment surveillés, n'est-ce pas? Oui, mais comme Adélie Ibrahim, nous étions les seules filles, ma sœur et moi, à sortir des voilées, donc pour les Européens, les colons, parce qu'Adélie Ibrahim était un tout petit village, il y avait une église, une mairie et c'est tout, et une école communale, c'est tout ce qu'il y avait, quelques maisonnettes et 5 familles d'Algériens, sinon c'était des colons. Donc pour eux, nous étions civilisés, nous étions des Français. Et donc, d'ailleurs, même le jour de notre arrestation, ils ont miné la maison pour la faire sauter. Et le garde champêtre, là je sors du coq-à-l'âne, excusez-moi. Non, c'est rien, oui. Ils sont allés voir le garde champêtre du village et ils lui ont dit voilà, il faut évacuer les voisins parce qu'on va faire sauter la maison. Il y a des félagas dedans. Et le garde champêtre, il leur a dit, mais vous allez faire une erreur, mais c'est des filles civilisées, elles sortent, elles sont comme des Françaises, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté. Ils sont venus, ils ont cassé la porte, le portail, ils sont rentrés et ils nous ont arrêtés. Sinon, parce que le garde champêtre, lorsque les Moudjahidines, après avoir connu Sidi Ahmed, il y a eu un autre groupe de Moudjahidines qui venait chez nous. Donc lorsqu'il venait à la maison, j'appelais le garde champêtre et puis je lui disais, écoutez, venez prendre un café avec mes cousins, ils sont venus rendre visite à ma maman et à mon papa. Alors ils venaient prendre le café avec les félagas sans qu'ils s'en rendent compte. C'est comme ça qu'ils nous faisaient confiance. Voilà. Donc ça c'est une parenthèse. Voilà, donc Sidi Ahmed Malki, le premier contact dans le cadre de l'organisation maintenant, donc avec Jamil Abou Pacha. Donc ça s'est passé, si ma mémoire est bonne, aux environs de 2 mois après la montée de ma sœur et la mort de Ramel, qui a eu lieu le 26 août 1957, quelques mois après. Donc, nous, les trois, on a essayé de s'organiser, Mohamed Al-Khdari et Makoudi, et chacun a essayé de s'organiser quelque part. Moi, j'ai contacté ma sœur Jamila, et je lui parlais de certains indices de la famille Hafez, de son frère qui était en prison, je le savais. Donc, elle m'a fait confiance. Elle a compris que parce que c'était très dangereux, très très dangereux, parce qu'il y avait la Bléite, les Français qui étaient héritiers et qui avaient de l'expérience de la guerre d'Indochine, sans parler de la Deuxième Guerre mondiale du point de vue
strictement militaire, ils avaient aussi l'expérience d'une guerre de maquisards au Vietnam. Donc ils étaient bien préparés. Donc ils ont réussi à infiltrer nos rangs, d'une façon générale, et ils ont démantelé, avec toutes les horreurs, la fameuse bataille d'Alger. Ils ont décimé pratiquement l'organisation, et ils ont pu travailler certains éléments, et ils ont créé des groupes qu'ils appellent la bleuite. On les appelait la bleuite parce qu'ils étaient habillés en bleu de chauffe, armés, etc., qui s'occupaient justement de l'Algérois, et en particulier d'Alger. Et c'était même certains qui se sont convertis, c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés et qui sont passés du côté de l'ennemi. Donc ils connaissaient tout. Donc j'ai contacté ma sœur Jamila, et très peu de temps après, j'avais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un que je pensais qu'il pouvait m'aider, parce que c'est un monsieur, je voudrais les citer, pour être plus précis, pour laisser pour les futurs historiens, lorsqu'ils se pencheront, les futures générations d'historiens se pencheront tous sur tous ces matériaux que nous sommes en train de laisser. Je voudrais que mon témoignage soit le plus précis possible, le plus modeste possible, avec des preuves absolument. C'est pour ça, monsieur, je tiens à vous le dire avec force, et également pour les téléspectateurs, que cette action, je ne l'ai jamais évoquée, ni dans les 3 émissions que j'ai eu l'occasion de faire avec vous, monsieur Arab, à la télévision, ni l'émission, je vous rappelez certainement, que j'ai eu le plaisir de faire avec vous un peu avant, lorsque vous étiez à la radio. Je n'ai jamais voulu parler de cette action, parce que c'est une action très dangereuse, très... Avant d'aborder l'action, parce que oui. c'est important, donc oui. on va un petit peu, on va voir comment Jamila Boubacha a reçu donc l'émissaire qui vous a mis en contact, Madame Boubacha. Eh bien, justement, on en a parlé l'autre jour lorsqu'il est venu à la maison, avant qu'il ne parte à l'étranger. Oui. Justement, ça, je m'en souviendrai toujours. Oui. Il y avait des bus. On prenait le bus à partir de la place des Martyrs, et pour aller à Deir Ibrahim. Il y avait un seul bus qui venait, qui démarrait de la place des Martyrs jusqu'à Deir Ibrahim. C'était, disons, à 17h30. 17h30. Il arrivait à Deir Ibrahim. Ensuite, il faisait la navette entre Deir Ibrahim et Châteauneuf, parce qu'il y avait le dépôt des bus là-bas à l'époque. Alors, ma sœur et moi, nous sommes montés. Oui, on attendait le bus, et on s'est arrêté à El Biar. Je ne sais pas où on était à ce moment-là. En tout cas, on était à El Biar, ma sœur et moi. Et voilà qu'un jeune homme vient et il m'aborde. Et c'était mon frère Sid Ahmed. Alors, il m'a dit, ma sœur, est-ce que je peux vous parler? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, je suis envoyée par la famille Hafiz. Là, je lui ai fait confiance. Parce que la famille Hafiz, j'avais beaucoup travaillé avec eux. Alors, il m'a dit, on peut faire quelques pas? Je lui ai dit oui. Bon, tout en faisant des pas, il m'expliquait ce qu'il fallait faire, si j'étais d'accord, etc. Et il m'a dit, je vais te dire comment je m'appelle, je vais te donner mon nom de guerre, si l'on veut. Tu vas m'appeler Jamel comme ton frère. Puis moi, j'ai tiqué. Je me suis dit, à chaque fois que j'ai travaillé avec les frères, personne ne savait où j'habitais. Personne. À part Mustafa, Allah yarhamou, parce que c'était un ami à mon frère. À part Mustafa, personne ne savait. C'est une question de sécurité. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, à chaque fois que j'étais présentée à un moudjahid pour travailler avec lui, je leur ai toujours donné un faux nom. Et j'habite à El-Harrach, à Gliouville, jamais là où... Bon, bref, je me suis dit, il connaît mon frère, il nous connaît. Moi, je ne sais rien de lui, ce n'est pas normal. Il faut que je sache qui il est.
par curiosité, il fallait que je sache. Puis je l'ai regardé, je lui ai dit d'accord, je vous appellerai Jamel, comme mon frère. Il m'a dit, et moi, comment est-ce que je devrais vous appeler? Je l'ai regardé et je lui ai dit, Nasiba, comme votre sœur. Donc, il était figé sur place. Figé sur place. Il n'en revenait pas. J'ai vu vous avez deviné que c'était le frère de Nasiba. J'ai vu Nasiba, peut-être pendant un quart d'heure, le jour où on avait la réunion avec le frère. Parce que moi, je descendais à Saint-Raphaël toujours, quand on montait. Elle lui ressemblait beaucoup. Je ressemblais. Puis je me disais, mais d'un seul coup, je me suis dit, il faut que je sache. Mais il fallait que je sache. Alors il était figé. Il m'a dit, oui, je lui ai dit oui, Nasiba. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Alors, juste une précision pour vous et pour les téléspectateurs. Oui. Il était très important dans les réseaux urbains de garder ce qu'on appelait le cloisonnement. Bien sûr. Absolument. Toute l'organisation est bâtie et structurée. Il y avait un cloisonnement très étanche. Donc, c'est normal que quand j'ai su qu'elle connaissait ma sœur, j'étais un peu choqué, parce qu'il fallait que je reste anonyme. Moi, je devais connaître ceux à qui j'ai affaire, mais elle ne devait pas, les autres personnes ne devaient pas me connaître. Et j'ai utilisé, ce qui m'a sauvé de l'arrestation, 3 prénoms. Ceux qui me connaissaient le mieux, c'est Dardari, Makouda, Sid Ahmed, bien sûr. J'avais un deuxième prénom que j'utilisais effectivement même sur de naissance, Tawfiq, et j'ai déjà utilisé mon surnom que j'ai gardé ensuite au Maki, Hakim. Donc, quand elle m'a dit « tu es la sœur de Nasiba », j'étais abasourdi. Alors, maintenant, vos destins se croisent. Qu'est-ce que vous allez faire, M. Bon, il y a un projet maintenant d'une action spectaculaire à Alger. Oui. Mais on n'était pas encore prêt dans le contexte pour passer directement à l'action. Parce qu'il fallait, il fallait aussi avoir des gens. J'avais eu un contact uniquement avec Wahad Kouloussi Ahmed, un jeune qui travaillait comme tailleur la rue de la Liberté, qui était à ce moment dans le réseau des gens de Digel. Je ne sais pas si j'ai évoqué cette partie, bon, j'espère la faire. Et il était consentant pour jeter une grenade, mais il fallait aussi prendre toutes les précautions, etc. Et j'ai eu l'occasion de prendre contact. Je fréquentais la rue du Divan. Il y avait un café connu, Raoud Bouyabès, et il y avait aussi le magasin d'anciens meubles de Mustafa Chelha. Et à côté, il y avait une personne, il y avait un café, Raoud Bouyabès. Et on s'attablait souvent à ce café-là. Et il y avait une personne âgée, 35 ans, peut-être 40 ans, qui habitait juste au coin, à côté de le magasin de Mustafa Allah Rahmou, Chelha. Et il était handicapé et il travaillait comme cordonnier à la caserne d'Orléans, l'actuelle Ali Khouja, la caserne d'Orléans, et il était cordonnier. Et il s'attablait avec nous de temps en temps. Bon, on parlait de tout et rien, bien avant. Et il habitait à 30 mètres, 50 mètres du café. Les frères ayant disparu, certains sont morts, certains sont montés au maquis, etc., il m'a vu seul, donc il a compris que je devais certainement faire partie de l'organisation. Et un jour, il vient avec un parent, je crois, aussi âgé, un zouave, avec le calot rouge et tout, un zouave. Bon. Et il s'était attablé, on a pris un café, et il a sorti une balle, ou deux. Une balle, bon, je savais à ce moment-là
faire la distinction entre une grande balle et une petite balle, celle du revolver et celle du fusil. Bon, après, bien sûr, après le maquis, j'ai connu toutes les armes qui étaient en circulation à ce moment-là. Et il m'a dit, Sidi Ahmed, il m'a mis ça discrètement, devant le zouave. Donc j'ai compris que c'est lui qui éventuellement cherchait à prendre contact pour essayer de travailler et de nous aider, peut-être. Mais il y avait un autre volet qui était très, très risqué, c'est que est-ce que, par hasard, c'est pas pour essayer de m'attirer dans un piège? Parce qu'il y avait des bleus, il y avait ceci. Est-ce que cette personne est sincère? Bon, je connaissais le cordonnier, celui qui travaillait, je le connaissais, mais je ne connaissais pas son fond. Et puis avec celui-là, je ne sais pas. Bon, j'ai pris la balle, je l'ai cachée, et je n'ai pas voulu discuter, ni entamer la discussion, et on s'est rencontrés une ou deux fois après. Et puis un jour, cette personne est venue en civil, elle s'est attablée avec moi. Alors j'ai pris un peu confiance, puisque si c'était autre chose, il m'aurait tout de suite arrêté. Donc j'ai pris confiance et j'ai discuté avec lui. Il m'a dit oui, je souhaiterais aider, etc. C'était un engagé certainement d'Indochine ou je ne sais quoi, pas un jeune. Et à ce moment, je lui ai dit voilà, est-ce que vous pouvez nous faire avoir une arme? Il m'a dit je vais voir là, ce qu'il faut. Et ça a duré, bien sûr, parce que c'était pas facile de trouver tout de suite une arme, même s'il était à l'intérieur de la caserne policier. Il était détaché ou je ne sais quoi à la caserne policier, l'actuel DGSN, en face de l'Émirat Abdelkader, pour les téléspectateurs. C'était la caserne policier. C'est un quartier dangereux, plein de pieds noirs. La caserne, c'était vraiment très, très dangereux. Et après, ça a duré un certain temps. Je ne saurais pas le préciser, un mois et demi, peut-être plus. Et un jour, il m'a dit, voilà, j'ai une arme à poing. Mais d'accord. Je lui ai indiqué un endroit où le laisser au marché de Bab el Oued, c'est le marché Nelson, voilà. C'est le marché Nelson. Donc, pour laisser ce paquet, le mettre dans un paquet et le laisser. Et moi, j'irai le récupérer. Et lorsque c'était prêt, tout était prêt, il m'avait indiqué la date, l'heure, etc. Oui. Alors, j'avais assez de temps. J'ai pris contact avec ma soeur Jamila. Et je dois dire une chose, aussi bien sa mère qu'elle-même était très courageuse. Et j'ai eu l'occasion de connaître sa maman lorsque je l'ai emmenée au maquis avec moi. J'ai relaté ça dans une des émissions. J'ai vu son courage extraordinaire et Jamila était de la même trempe. Et elle n'a pas hésité, elle m'a dit oui. Et c'est comme ça, si vous voulez... Donc elle va récupérer là. Pardon? Elle va récupérer... Non, pas de cette façon. Ouais. Alors, on s'est donné rendez-vous. Oui. J'avais étudié tout le stratagème. Oui. Et on est descendu. On est venu à Bab el Oued. Je l'ai installé à Bhirt Molango, le jardin Marengo, à la porte, là où débute la rampe vallée, l'actuelle Lounis, rampe Lounis, l'ex-rampe vallée. Oui. Et il y a le jardin Marengo débute du bas, donc en face de la DGSN, jusqu'en haut à l'annexe Orban. Oui. Il y avait une entrée en bas et deux entrées en haut. Oh. Donc, j'ai fait installer sur un banc, c'était un banc circulaire en pierre, plein de terre, et il y avait un palmier. Et si la pierre pouvait parler, jusqu'à aujourd'hui, elle pourrait apporter son témoignage également. Cette pierre, je lui ai rendu visite plusieurs fois. Ce banc en pierre existe toujours. Le palmier, malheureusement, est mort. Donc, elle m'a attendu là-bas.
Et j'ai récupéré l'arme et je lui ai donné. Mais je m'arrête ici parce que c'est une... Bien sûr, mais ça, voilà, c'est elle qui doit parler parce qu'il y a eu certains faits très symptomatiques de la situation dans laquelle on a réalisé cette action. Alors, de ce jardin, donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant de cette arme? Bon, moi, je l'attendais avec impatience, bien sûr. Déjà, oui, l'attente. Parce que oui, il y avait un petit trajet à faire. Donc, j'avais peur qu'il y ait une patrouille et qu'il l'arrête. Donc, moi, j'étais loin pour me sauver, bien sûr. Mais j'attendais quand même pour pouvoir prendre mes précautions. Donc, avant de le voir arriver, j'étais assise et j'étais embêtée par un jeune. Alors, je me suis disputée avec lui, et puis je lui ai dit, si tu étais un homme, tu ne serais pas là à draguer les filles, tu serais au maquis avec tes frères. Ouais. Et voilà qu'une patrouille vient, et j'avais peur que Sidi Ahmed arrive, et qu'il le fouille. Moi, je l'ai draguée, elle ne me parle pas, elle va parler à l'autre. Donc, et parce que tout de suite après, quand je lui ai dit ça, la patrouille est arrivée, puis je leur ai dit, ils nous ont dit, mais qu'est-ce qui arrive? Je leur ai dit, écoutez, il est en train de... c'est un felaga, il est en train de m'embêter, au jeune Adak. Il avait une carte blanche, c'était un billard. C'était un billard, donc j'avais peur pour Sidi Ahmed. Donc, après, je leur ai dit, bon, ça va, il peut partir, il n'a pas besoin de discuter avec lui. Et ils sont partis. Ben, je dis que Sidi Ahmed, il arrivait tout doucement, voilà, et j'ai récupéré ce qu'il m'avait ramené. Je les ai récupérés, on est monté à El Billard, on est allé à... Où est-ce que vous l'avez caché? Parce que c'est des armes. C'était une arme à feu. C'est des armes à feu. Dans son sac. Oui, c'est des armes à feu. Bon, ce n'était pas la première fois parce que, bon, Sertuhada, il était plein de patrouilles. Donc on était tout le temps, surtout les hommes. Surtout les hommes, ils étaient fouillés. Même les femmes, lorsqu'ils ont installé... ce qu'on appelait le canal de Suez pour monter vers la Casbah et descendre dans la même ruelle, bien sûr. Moi, j'ai été arrêtée plusieurs fois par les femmes. Par les femmes, elles m'ont fouillée. Un jour, je revenais de l'hôpital Mustapha, où Mustapha Shilha m'avait envoyé récupérer des médicaments. Donc, je mettais une bande là, et puis on les accrochait partout. Et puis j'avais toujours une jupe et toujours un gilet. Et j'ai récupéré, bien sûr, je suis allée voir l'infirmière. C'est une tlemcénienne qui était là avec sa sœur. Donc j'ai récupéré les médicaments, surtout les antibiotiques. Et je suis sortie de l'hôpital. En sortant par la porte du haut, certaines bandes ont craqué et j'avais les médicaments. Alors je ne savais pas comment marcher parce qu'à chaque fois que je faisais un pas, ça faisait karb, comme une chèvre qui a une clochette. Donc je me disais, mon Dieu, comment je vais faire? Heureusement que j'avais le gilet. Donc j'ai serré mes bras autour de moi et il y avait le tramway qui passait par la rue des Douches Mourad. Donc je suis montée, j'ai attendu qu'il soit vide. Je suis montée, je suis restée sur un siège toute seule parce qu'il y avait des sièges où il y avait un seul siège. Et arrivée à la place des Martyrs, je devais les ramener à Dédé Ali Chérifi. C'est une famille, la famille Chérifi et la famille Zinnaghi. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec Dédé Ali Chérifi, où il y avait donc les Zinnaghi, il y avait, comment on appelle, celui qui chante l'Andalou, comment il s'appelle? Sid Ahmed, Machid Sid Ahmed Serri, non, Allah yarhamhum. Bon, j'ai oublié son nom. Donc, parce que Dédé Ali Chérifi, il travaillait au bureau de bienfaisance musulman. Et il habitait au-dessus. Donc je suis rentrée et donc je suis allée à l'appartement du haut et j'ai vidé tous mes médicaments. Et en arrivant au passage de Suez, là qu'on appelle, il y avait une femme. Bon, il y avait une femme et puis je me suis dit comment je vais faire. Alors je me suis retenue comme ça et puis j'avais
À l'époque, les jeunes filles ne se maquillaient pas. Et j'avais les joues très, très roses. J'étais bien portante. Alors je me suis serrée comme ça, puis j'ai commencé à tousser. Et puis, excusez-moi, au militaire qui passait l'appareil, et la dame qui devait me fouiller en plus. J'ai la tuberculose, je viens de l'hôpital, j'ai la tuberculose. Ils se sont tous éloignés. Et j'ai commencé à marcher tout doucement. Et le bureau de bienfaisance, il était presque mitoyen à Jamak Chawa. De contrôle. Pour revenir maintenant à l'arme, donc vous allez à El Bière, donc après avoir récupéré l'arme que Sidi Ahmed vous a. Oui. Je l'ai récupérée, puis nous sommes montés tous les deux à El Bière. Et nous sommes allés au jardin. Balcon de Saint-Raphaël. Le balcon de Saint-Raphaël. On est resté un petit moment là-bas. Lui, il n'habitait pas loin, bien sûr. Et puis on s'est dit au revoir. Et lui, il est redescendu, le lendemain, je crois, il est redescendu pour remettre l'arme. Voilà, c'était comme ça. Il ne fallait pas que je sache à qui il devait. L'arme était destinée pour. Oui, alors, quand j'ai remis le paquet à ma soeur Djamila, on est monté à El Biar. Pour quelle raison? Parce que j'avais la cache, c'était celle où il y avait le fameux bureau. Le fameux Bachadjel, écrivain public, etc. Mais je ne voulais pas qu'elle sache que là-bas, il y avait un revue. Je ne savais pas qu'elle connaissait déjà. Mais elle avait connu pour d'autres raisons. Mais à ce moment-là, c'était une cache où j'avais hérité de quelques grenades, je crois, tenues militaires, etc. Je ne voulais pas qu'elle sache que c'est là-bas que j'allais déposer ça. Donc, on est monté à El Biar pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui, par hasard, nous suivait, parce que j'avais toujours des doutes concernant ce zouave. Donc, c'était tranquille. Et puis ensuite, on est sorti. Elle est repartie à la maison. Et moi, je suis parti à la maison. J'ai caché cette arme et le lendemain, je l'ai reprise et je suis descendu la mettre, la cacher au bureau. Je voulais juste une précision. C'est que M. Arab, vous avez certainement eu l'occasion de voir des précisions sur ça. La Casbah était entièrement bouclée. Entièrement. Toutes les issues étaient bouclées. Il y avait quelques grosses partie, ouverture, qui était ouverte, mais sous contrôle militaire, permanent. Il y avait une à rue de la Lyre, le marché. Il y avait une, ce que ma sœur disait, canal de Suez, c'était place des Martyrs actuellement, et en face, il y a le Jamak Chawa. Et cette grande rue était fermée, il y avait une barricade, et ici une barricade, longeant les trottoirs, et il y avait un militaire ici et un militaire ici. On passait, on descendait comme ça et on remontait comme ça. Ce militaire fouillait les gens. Et ils avaient aussi le détecteur de métaux. Donc ils passaient. Et pour les femmes, il y avait une femme qui les fouillait. Donc il était très difficile de passer. Par contre, toutes les autres issues étaient fermées. Fermées, complètement. Voilà. C'est ce que voulait dire ma sœur. Donc, j'ai déposé. C'est arabe, je voudrais absolument juste une petite précision. Cette action était vraiment très audacieuse, très dangereuse, réalisée par deux jeunes adolescents. Exactement. Moi, je n'avais pas encore 17 ans. Ma sœur était très jeune également. Et je n'ai jamais voulu, dans les émissions que j'ai faites avec vous, aussi bien celles de la radio que les trois autres que j'ai faites, ni avec l'interview que j'ai faite avec Lila Boukli à Memoria, je n'ai jamais voulu évoquer cette action. Pour quelle raison? Étant donné la dangerosité de l'action, notre âge des enfants qui font sortir une arme à poing
de l'âtre du colonialisme, une caserne. C'était pratiquement inimaginable. Et vu le temps qu'on vit, je ne voulais pas évoquer ça parce que seul, sans témoin qui a participé avec moi, j'aurais été peut-être taxé de quelqu'un qui rajoute, etc. Je voulais éviter ça. C'est pour ça que je n'ai pas voulu, pendant 60 ans, Après cette action, donc, parler de ça. Vos destins... Mais, pardon, oui. même avant, la veille de la grève des 8 jours, Oui, Alger était complètement quadrillé. oui. Tous les mètres, je dis bien tous les mètres, il y avait un militaire. Et il fallait, c'était le jour où mon frère, Jamel, et Mohamed Samir Hafiz, et Allah yarhamhum kamel, wa yarham shuhada, parce que c'était Shahad Mohamed Samir, et Mohamed Hamel, un voisin, qui était mécanicien, et qui montait et qui démontait la voiture comme rien, et à l'époque déjà, c'était un mécanicien, mais Ken Lahiberg. Et donc, il fallait, avec Mustafa, il fallait leur monter des armes, des jumelles, en fait, beaucoup de matériel militaire. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point le paquet était lourd. Il était lourd. Et donc, de la rue du Divan, parce que c'est Mustafa Chelha, c'était là, la rue Saint-Pierre-Saint-Paul et la rue. Donc, il était là en face. Donc, il avait. Bon, c'était pas à lui, c'était à son oncle, un magasin, les meubles anciens. Donc, il y avait beaucoup de meubles. Il pouvait cacher tout ce qu'il voulait. Il fallait vraiment mettre des mois et des mois pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Et donc, on devait monter ces armes, justement, à cette équipe qui devait monter au maquis. Tous les trois n'étaient pas recherchés. Ni mon frère, ni Mohamed Samir, ni Mohamed Hamel. Ils devaient monter au maquis. Ils ont décidé de monter au maquis. Donc, Mohamed Hamel a démonté les portières et chez la famille Hafiz à la Scala. Et nous, on devait leur ramener tout ce matériel. Et en plus du quadrillage, chaque bus avait un territorial qui devait fouiller les paquets. Et j'étais avec Nadia Hafiz. Alors, quand Mustafa il a vu ce quadrille, il nous a dit impossible. Et moi, j'avais la tête dure. Je n'écoutais personne. D'ailleurs, à chaque fois, je m'accrochais avec lui. Il fallait que je fasse. Dès qu'il parlait d'une action, il fallait que je sois la première. Alors, je lui ai dit pas question qu'ils partent sans armes. Pas question, il faut qu'ils partent avec leurs armes. Non, غلبتوا في الراي. Alors j'ai demandé à Nadia, là on y va, on y va. On a pris le paquet à 2. Il était lourd. On est monté dans le bus, le territorial. On va faire notre sport et tout le matériel est dedans, on peut pas tout déballer. Allez-y. On était jeunes, on riait, bon. Et moi, je ne connaissais pas la maison des Hafiz à l'époque. Donc, il fallait soit descendre à la Scala, soit au Fort l'Empereur. Arrivé là, juste avant, au Tagarin, j'ai dit à Nadia, Nadia, où est-ce que nous devons descendre? Elle m'a dit, on peut aller soit par le Fort l'Empereur, soit par la Scala. La Scala, c'était plus proche. Parce qu'après, il y avait une côte pour aller à la Scala. Bon, moi, comme je ne connaissais pas la maison, d'un seul coup, arrivé à Fort l'Empereur, je lui ai dit, on descend. On a pris le paquet, on est descendu. On a déposé le paquet par terre, on a été entouré par les militaires.
ouvrez le paquet. J'ai dit, écoutez, nous sommes en retard, nous allons faire notre sport, comment vous allez nous empêcher d'arriver en retard? On a vu que c'était des jeunes appelés. Ils étaient plus ou moins naïfs. Et de l'autre côté du trottoir, il y avait leur chef avec le camion plein de militaires, etc. Alors, je leur ai dit, écoutez, on va se faire engueuler pour quelques minutes, pour des, peut-être... Bon, ils nous ont dit, allez-y, passez. On est parti. Et puis, il y avait une descente, une très grande placette. Ouais. Alors, on partait, Nadia, en courant, parce que c'était lourd, et le chef qui était de l'autre côté, vous n'avez pas fouillé le paquet, vous n'avez pas fouillé le paquet. C'était un capitaine. Alors je me suis retournée, mais ça y est, mon commandant, ça a été fait, c'est fait mon commandant. Et on a continué. Donc, il y avait des coups de choses. Donc on termine parce qu'on me dit que le temps de cette émission, Monsieur Malki, donc vous avez pris des risques en tant que jeune, donc adolescent, pendant cette période importante de la guerre de libération, tout comme donc Jamila Boubacha. Et il s'avère que ces actions étaient payantes après, n'est-ce pas? Cet engagement, cet élan révolutionnaire que vous avez donc pris, n'est-ce pas? Bon, vous savez, les conditions et les temps étaient différentes. Maintenant, avec le recul, on voit les choses un peu différemment. Peut-être qu'on aurait agi différemment. Mais il y avait la fougue, il y avait la détermination, la foi, il y avait la foi, il y avait, on était gonflé à bloc. Donc rien pratiquement ne nous arrêtait. On était absolument. Moi j'étais aussi, il faut le dire, très prudent. J'ai été toujours très prudent. Et je ne faisais pas trop remarquer, très peu. J'avais aussi cultivé la modestie depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours cultivé la modestie et j'étais aussi imprégné par ces principes que j'avais acquis avec mes premiers responsables des mécanismes de la clandestinité. Donc cette action m'est restée un peu sur le cœur parce que je ne l'ai jamais voulu l'évoquer. Je voulais que ma sœur soit présente et témoigne. Voilà. Et témoigne de la véracité de mes propos. D'ailleurs, j'ai toujours eu un point d'honneur. C'est arabe de dire la stricte vérité. Absolument. Je le dois ça. Par devoir de mémoire. Ça, je le dois à mes frères, Chouhada, à ma sœur, à Youssef Makoudi, etc. J'ai toujours eu cette attitude envers Chouhada. Dernier mot, donc, Jamila Boubacha, pour aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, nous allons revenir en détail sur votre parcours de combattante pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, ces actions, vous avez pris des risques, c'est-à-dire c'est pas seulement dans le cadre de cette action que vous avez effectuée avec cet Ahmed Malki, n'est-ce pas? Vous savez, quand quelqu'un est colonisé, qu'il est chez soi et qu'il devient esclave chez lui, c'est dur. Quoique nous n'avons jamais manqué de rien chez mes parents. On vivait simplement, mon père travaillait, on était chez nous, mais le fait de voir un autre peuple nous commander, ça je ne l'ai jamais accepté. D'ailleurs, toute petite, lorsque je suis allée la première fois à l'école communale en français, je vous ai dit que mon père nous apprenait les chansons patriotiques, Fida ou Jazair à l'époque. Eh bien, quand on rentrait à l'école en classe, la maîtresse nous faisait chanter une chanson avant de nous asseoir et commencer le cours. Eh bien, on était debout à chanter
la chanson qu'elle nous avait apprise. Moi, je ne la chantais pas. Moi, je chantais Fida ou Jazair. Et en m'asseyant, je regardais la maîtresse et je me disais en moi-même, eh bien, j'ai chanté ma chanson patriotique et tu ne m'as pas entendue. Voilà. C'est-à-dire que la harara. Et puis même pendant la Révolution, avec tout ce qui se passait, avec toutes les horreurs, on était persuadés de gagner la guerre. Donc je tiens à vous remercier pour d'avoir accepté notre invitation, Madame Djamila Boubacha et Monsieur Sid Ahmed Malki. Je tiens à vous informer que la semaine prochaine, nous allons inviter Djamila Boubacha pour revenir sur son parcours de militante pendant la guerre de libération nationale. Je tiens donc à remercier également toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Excellente soirée et à bientôt.